Et si c'était vrai? Une interview proposée par Corinne Grimbert. Bonjour. Aller chez le dentiste n'est pas un plaisir, surtout si celui-ci nous annonce que nous risquons fort de perdre nos dents. Les gencives commencent à saigner, juste une petite gingivite. Puis les dents bougent, se déchaussent. Il y a quelque chose à faire pour éviter le pire? Non, ou si, mais pas forcément efficace. On va vous opérer, gratter la gencive, remplacer certaines dents. Il faudra passer par la chirurgie sans garantie de succès. Telle sera la réponse de la plupart des dentistes. Ce mal a un nom, la parodontite. Plus de la moitié de la population adulte de la planète est concernée. Marc Bonheur, docteur en dentisterie, a lui une toute autre compréhension de cette maladie. Armé de son microscope, il traque les parasites. Et oui, il montre et démontre, 20 ans d'expérience et de pratique à l'appui, que des parasites colonisent notre bouche et sont à l'origine de la parodontite. Sans soins ou traitement approprié, la chute des dents est inévitable. Face à ces parasites qui prolifèrent dans notre bouche, la guérison relève alors davantage de la médecine que de la chirurgie. Marc Bonheur est l'auteur de Tant de bouches à guérir des parasites qui les vampirisent, vaincre la parodontite aux éditions Amiris. Un ouvrage très complet sur la parodontite avec les photos de ces charmants animalcules. Alors, qu'est-ce qui provoque réellement la chute des dents? Quel est le lien entre gingivite et parodontite? Comment sommes-nous infectés? Où trouve-t-on ces parasites? De quelle façon se développe la maladie? Comment en guérir, car on en guérit? Quelle hygiène adopter? Toutes ces questions trouveront réponse auprès du docteur Marc Bonheur, notre invité. De quoi retrouver à la fois le sourire et des dents solides. Marc Bonheur, bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en dentisterie et vous allez nous parler de la parodontite. Vous pouvez nous expliquer ce que c'est? Oui, absolument. Disons que j'éviterais peut-être en premier le mot parodontite pour parler de gingivite. Parce que si on parle de gencive, gingivite, ça se rapproche, c'est plus facile à comprendre qu'on puisse avoir une difficulté ou un problème avec sa gencive ou les structures qui sont autour des dents. Alors, une gingivite, c'est une inflammation ou une infection des gencives. Et une parodontite, qui est très proche, c'est ce qui entoure les dents, ce qui retient les dents, incluant la gencive, l'os, les fibres, etc. Tout ce qui retient vraiment la dent. Alors, le pourtour de la dent. Alors, c'est plus que la gencive, c'est vraiment la mâchoire, le maxillaire, la structure qui soutient la dent. Alors, on fera une parodontite si on a une infection ou inflammation du parodonte. Alors, une difficulté avec les tissus entiers de soutien de la dent. Alors, voilà. D'accord. Et c'est courant comme problème? Effectivement, c'est une maladie ou une infection qui est très, très, très courante. Si on parle déjà de la petite structure superficielle qui est la gencive, on a déjà au-delà de 95 ou proche de 98% des gens qui sont touchés par une petite inflammation. La gencive est un peu gonflée, un peu rougeâtre. Bon, à l'âge adulte, c'est plus fréquent. Chez le jeune enfant, ça peut arriver après avoir mangé quelque chose de difficile. Bon, la gencive est un peu touchée. Par contre, la parodontite implique un élément de plus qui est si on veut, la destruction systématique de l'os qui est au pourtour de la dent. Alors là, la structure, plutôt que d'être une inflammation superficielle, on a vraiment une perte de la structure qui retient les dents. Ce qui fait que si on laisse aller cette maladie, cette infection, on se retrouve avec un problème de dents qui sont moins solides, de dents qui bougent, de dents qui se déplacent, et puis on perd en fait la fonction masticatoire. Ça peut amener des problèmes d'élocution, de difficulté à parler, à s'exprimer. Et puis, quand même d'autres conséquences, parce que si c'est une infection, il faut imaginer qu'il y a des microbes, il y a des systèmes inflammatoires qui répondent, et ça crée des odeurs fétides, ça amène plein de conséquences, quoi. D'accord. Alors, voilà, c'est quelque chose de plus important, si on veut, une parodontite, parce que ça touche vraiment une structure du corps humain qui n'est pas superficielle, là, c'est quelque chose d'important. D'accord. Ça fait quoi qu'on perd les dents, en final? Ça fait que, oui, au final, on perd les dents,
Et cette parodontite-là, elle est fréquente, elle est quand même très fréquente, au-delà de 60%, 65% des adultes. Et disons, c'est plus fréquent au fur et à mesure que le temps passe. Au fur et à mesure que les gens sont de plus en plus âgés, ben c'est quelque chose qui arrive, qui survient, et avec lequel on est un peu où on est un peu obligé de vivre, et ça occasionne vraiment certains inconforts. Et il y a certaines catégories de parodontites, d'infections du pourtour des dents, qui sont plus agressives et qui vont toucher des jeunes personnes, jeunes adultes, dans la vingtaine, dans la jeune trentaine. Et ça peut parfois être une maladie relativement agressive qui va vraiment causer un tort difficile à la personne qui veut être belle, à la personne qui veut être bien, la personne qui veut garder ses dents, qui se retrouve à, je sais pas, 28 ans avec des dents qui bougent, des douleurs et ce genre de choses, ben ça a une implication psychologique aussi importante. Parce que perdre ses dents, c'est quelque chose qu'on imagine les vieillards, les personnes âgées, c'est la fin de la vie. Mais quand ça nous arrive à 25 ans, 28 ans, 30 ans, dans des cas agressifs, bon, tout dépend de la personne, parce que certaines personnes à 50 ans sont jeunes et ça ne leur va pas de perdre leurs dents. Alors, il y a un côté très, très personnel, un côté très conscient ou inconscient de la problématique, mais reste que, malgré ce qu'on en pense, les dents, c'est que les dents, voilà, ça peut, pour certains, être quelque chose de très, très difficile à vivre. Est-ce que c'est lié à une question de brossage ou d'hygiène ? Est-ce qu'il y a une responsabilité en fait de la personne? Puisque là, la façon dont vous nous dites ça, il y a beaucoup de gens touchés, que ce soit des personnes plus jeunes ou plus âgées, mais... Oui, assurément, c'est en premier une question d'hygiène parce que on voit bien les jeunes enfants, déjà qui n'ont pas les bonnes habitudes d'inculquer, etc., brossage, soie dentaire, etc., vont commencer en premier à démontrer certains signes d'abord de gingivite avec petit gonflement des gencives, saignement au brossage. Alors, l'eau du brossage est un peu colorée. Et puis, voilà, c'est sûrement une des premières causes. Et puis, bon, on nous enseigne, du moins dans divers pays, on nous enseigne chez le dentiste, chez l'hygiéniste, des méthodes pour contrecarrer ça. C'est comme le lavage des mains, le brossage des dents, c'est des habitudes de bienséance qu'en général, toute la population a à un certain niveau. Et puis, c'est certain que la personne qui n'a pas de bonnes habitudes d'hygiène buccale va démontrer en premier ses premiers signes. Et c'est peut-être un peu ce que j'amène parce que, en général, la gingivite, c'est ce premier stade de la maladie, mais en général, si on s'arrête à ce stade, malgré un certain inconfort ou que ce soit légèrement déplaisant, ça ne va pas amener en soi, par exemple, la perte des dents ou causer des problèmes graves. Or, c'est quelque chose, ce problème d'hygiène qui serait réversible en soi. Ça veut dire que si on reprend de bonnes habitudes d'hygiène, ben on va retrouver une bouche en santé et puis ça y est, c'est géré. Alors c'est quelque chose qui en général est réversible pour la plupart des gens, moins de maladies très particulières, génétiques ou etc. Et c'est un peu la différence quand on arrive avec la parodontite. La parodontite, ben, c'est quelque chose qui s'installe un peu plus dans les tissus et pour laquelle à l'occasion, l'hygiène pourrait être satisfaisant ou suffisant pour gérer la maladie, mais dans la grande majorité des cas, on s'aperçoit que malgré une bonne hygiène, ou parfois malgré une hygiène absolument superbe, absolument fantastique, les gens n'arrivent pas à faire partir cette infection, à faire partir cette maladie-là. Et c'est là qu'on en décourage plus d'un, parce que là, les effets, malgré les bons soins, n'arrivent pas. Et c'est là que la population, les gens se disent, mais comment ça se fait? Je fais ce qu'il faut, je vois mon dentiste, il me nettoie les dents, il met ça tout beau. Par contre, je m'aperçois que la maladie est encore présente, je m'aperçois que la maladie progresse, et c'est là que ça devient un réel problème. Surtout pour la personne qui veut bien garder ses dents, garder un joli sourire, mastiquer, etc., bien se présenter. Alors là, ça devient une problématique parce que je pense qu'on n'a pas, du moins dans nos façons de traiter à l'heure actuelle, résolu cette infection. Alors que je crois ce que j'amène est quelque chose de très positif, quelque chose qui permet justement de gérer à bien cette maladie-là de façon relativement facile.
Encore faut-il comprendre la maladie, l'expliquer et accepter l'hypothèse que j'amène, si on veut. D'accord. Et là, juste une petite parenthèse, vous parlez d'hygiéniste. Qu'est-ce que c'est un hygiéniste? Une hygiéniste dentaire, en fait, c'est une personne qui s'allie avec le groupe du dentiste, le technicien dentaire, le denturologiste. Alors, souvent dans différents pays, dépendamment d'où on est sur la planète, plutôt que d'avoir le dentiste, il y a le dentiste et ses aides. Et par exemple au Canada, l'hygiéniste dentaire, c'est la personne qui va aider le dentiste à faire certaines choses qui sont en général réversibles, comme de nettoyer les dents. Et le dentiste va s'occuper plutôt de la chirurgie dentaire, de restaurer ou de réparer une dent. Alors que l'hygiéniste va avoir plutôt le rôle d'enseigner les bonnes méthodes, de faire des choses qui sont relativement réversibles, alors que le dentiste s'attache vraiment aux choses qui sont médicales ou chirurgicales. Alors, dans beaucoup de pays, on travaille en équipe avec l'hygiéniste. Et puis bon, je souhaite qu'un jour on ait les hygiénistes ici en France aussi. Alors, Marc Bonheur, donc vous me dites, c'est pas une fatalité en fait de perdre ses dents? Disons que dans la population et même chez les professionnels médicaux et dentaires, on a eu depuis belle lurette, bonne époque, on a eu l'habitude de s'avouer souvent vaincu devant le problème de la parodontite. Ce qui fait que on a tendance on traite cette maladie-là, on fait ce qu'il faut, mais avec, à mon avis, peu de résultats. Ou même très très peu de résultats, et ça diffère selon les écoles de pensée, l'école américaine, l'école européenne, les différentes écoles, mais en général, les gens qui sont touchés par cette maladie-là, on a soit tendance à minimiser la maladie, dire bon, c'est pas trop grave, ça va aller mieux, et puis espérer que ça aille mieux avec les soins d'hygiène, mais très très souvent, plutôt que de guérir la maladie ou gérer la maladie, on va simplement réduire son activité, mais elle est toujours présente. Ce qui fait que les gens font attention, les gens vont chez le dentiste, les gens vont faire leur nettoyage de dents, détartrage, etc., tout ça. Et malgré tout ça, on s'aperçoit que la maladie continue de progresser à un rythme moins soutenu, ou à demi. Sauf que on se dit, oui, c'est la fatalité, parce que vous avez la maladie, vous allez un jour ou l'autre perdre vos dents. Et même du moins chez nous en Amérique, je pense en Europe, c'est un peu comme ça aussi, c'est oui, si la maladie est un peu trop avancée, on a toujours tendance à prévenir le patient que oui, vous savez, d'ici 5 ans, vous risquez de perdre certaines dents, vous risquez de perdre toutes vos dents, selon l'état de la maladie. Et je crois qu'on a fait croire à la population qu'il n'y a pas vraiment de solution. Et puis, je crois que la profession dentaire en elle-même s'imagine qu'il n'y a pas de solution. Et c'est un peu ce qu'on apprend à l'école. C'est une maladie difficile à traiter, c'est une maladie difficile à comprendre parce qu'on n'a pas l'explication encore pour certaines écoles. Et la thérapie fréquente, vraiment une thérapie chirurgicale, quoi. Et du côté Amérique, la thérapie est très, très, très chirurgicale. Un peu moins, je crois, en Europe, on a un peu plus de souplesse, on est moins radical comme méthode de traitement, on est un peu plus doux, je crois, un peu plus médical dans l'ensemble. Mais le praticien, le dentiste n'a pas cette idée de dire, comme dans beaucoup de maladies, de, vous avez cette infection, on va gérer l'infection, on va vous guérir de ça, et vous allez voir dans 1 an, dans 2 ans, ça va aller beaucoup mieux, et vous serez guéri. Alors, c'est pas quelque chose qui existe au niveau des soins de la bouche, au niveau de la parodontite. On va plutôt avoir tendance à dire, vous savez, avec l'âge, avec le temps, vous avez ça parce que, soit que génétiquement, vous êtes à risque, etc. Et on laisse croire aux gens avec ces théories que, c'est la fatalité. Et puis, je crois que c'est un peu dommage, parce qu'aujourd'hui, on peut, en toute mon âme et conscience de praticien, je crois qu'on peut faire quelque chose, et habituellement, dans tous les cas, à condition que ça ne soit pas trop avancé, que ce soit vraiment trop tard, je crois maintenant qu'on peut faire quelque chose. Et voilà, je pense qu'il faut en faire profiter les gens, faire profiter la planète de cette nouvelle avenue. Je crois que j'amène avec mon groupe de dentistes ou le groupe. Parce que là, vous disiez plus de 65% de la population adulte, c'est ça? 65% de la population adulte, c'est énorme. Cette population, si on ne la traite pas pour ce cas-là, elle risque fort de perdre ses dents
Voilà, et c'est ce qui arrive de façon commune. Disons, il y a beaucoup de gens jeunes qui ont des problèmes, par exemple, de carie dentaire. Ok, alors on perdait à l'époque nos dents à cause de carie. Les gens avaient 3 ou 4 ou 5 dents qui avaient des caries, et puis on enlevait toutes les dents de la bouche. Les gens se retrouvaient avec des prothèses complètes et tout. Ben, je pense que c'est un peu la même chose qui se produit au niveau de la parodontite ou des parodontites. On s'est dit, bon, il y a plusieurs dents de toucher, etc. Alors, si j'arrive pas à le gérer facilement, on va avoir tendance à extraire les dents, même des fois par prévention, parce que ça cause des problèmes, parce qu'on veut pas que ça se répande l'infection dans le reste du corps. Et puis, on a, sujet un peu difficile, on a aujourd'hui beaucoup de changements avec l'arrivée des implants dentaires. Alors aujourd'hui, on peut remplacer une dent par un appareil artificiel qui est un implant métallique de titane. Alors depuis une trentaine d'années qu'on utilise ces nouvelles prothèses, alors ça devient un peu plus facile d'abandonner la partie, de dire bon, on va laisser tomber la dent, on va l'extraire un peu plus tôt et on mettra ces magnifiques implants qui ont bonne réputation, qui sont solides et tout. Sauf que quand on y regarde bien, on s'aperçoit que bon, les implants dentaires n'ont pas plus de plus longue durée de vie que les dents naturelles et qu'à long terme, la maladie se répète au niveau des implants. Or, finalement, je crois, vaut mieux traiter l'infection au départ, vaut mieux traiter l'infection au plus tôt, parce que c'est plus facile, et à ce moment-là, on arrive à retrouver la santé. Mais il faut déjà la diagnostiquer le plus tôt possible, chose qui est souvent pas faite, parce que les gens arrivent à 40 ans, tout d'un coup, ah, il est trop tard, vous allez perdre des dents. Mais comment il est trop tard, je vais perdre des dents? Vous n'auriez pas pu, docteur, me prévenir à l'avance ou me dire qu'est-ce que je devrais avoir comme habitude pour éviter cette maladie? Alors, moi, je dis non, ce n'est pas une fatalité d'accepter le faible taux de succès, c'est pas une fatalité d'accepter de subir une chirurgie qui, soi-disant, ne donne pas un air plus joli, parce qu'en général, on relève un peu la gencive pour avoir plus accès aux dents et puis pouvoir mieux nettoyer, mais en tout état de cause, ça ne va pas redonner de la structure autour des gencives. Alors, il faut, à mon avis, changer la méthode, aller voir vers une autre avenue qui est, mais complètement différente de ce qu'on connaît, de ce que les gens apprennent à l'école pour traiter la thérapie. Alors, il faut, à mon avis, aller voir quelque chose de totalement différent qui apparaît, je dirais presque inconnu à la majorité des professionnels ou à la majorité des gens. Ils n'ont aucune idée, et c'est pourquoi j'en parle peut-être un peu dans mon livre, c'est l'idée d'informer la population sur qu'est-ce qu'on retrouve vraiment dans cette infection qui est la parodontite, la gingivite et ensuite la parodontite? À quoi ça ressemble? Qu'est-ce qui meuble cette infection? Quelle est la cause? Et je pense qu'il faut se préoccuper à aller rechercher qu'est-ce qui est vraiment là. Et à partir de ce moment où on se pose la question et qu'on utilise, je dirais, une science de base qui est de regarder, d'observer, et d'essayer de réfléchir à ce qu'on retrouve devant soi. Pour moi, c'est une grande science, c'est une science de base. Et ça nous permet de découvrir le problème de la parodontite, de découvrir comment ça évolue, pourquoi ça évolue, ça permet de comprendre, et ça permet, une fois qu'on a compris, de trouver une solution, de trouver des solutions qui sont relativement simples, en fait. Mais il faut comprendre la maladie. Vous nous expliquez? On se retrouve sur deux fronts très différents. Alors, il y a le côté, la façon de penser traditionnelle, si on veut, qui accuse depuis la gingivite, la parodontite, etc., le manque de brossage et tout, avec l'arrivée des bactéries. Des bactéries qu'on a déjà dans la bouche, qu'on attrape, qu'on a de notre mère, plus jeune enfant, de nos habitudes en bas âge. Alors, tous les gens, ou la majorité des gens, vont accuser ou vont chercher, je ne sais pas vraiment pourquoi, on va parler de bactéries, parce qu'on est habitué à voir, à imaginer des bactéries et toutes ces choses-là. Et s'attarder aux bactéries, ça enferme un peu le débat d'emblée et ça laisse pas de chance à regarder autre chose. Et puis, j'explique souvent à mes confrères, aux jeunes étudiants, tout, oui, des bactéries, c'est des êtres vivants qui s'introduisent dans notre système et qui peuvent causer des dommages. Mais il n'y a pas que les bactéries, il y a des champignons, il y a des virus, il y a des protozoaires qui vont causer des dommages dans différentes infections, différentes maladies. Et je crois que la dentisterie, c'est borné
à un seul tableau. Et en fait, quand on se met à regarder la maladie, quand on se met à travailler avec ce que j'enseigne, le microscope, alors c'est là l'outil de référence qui me permet de dire ce que je dis, parce que en regardant ce qu'on appelle le biofilm, alors le biofilm c'est plutôt que les bactéries, c'est les microbes. Alors les microbes, ça englobe différents êtres vivants à différents degrés, et puis quand on se met à regarder simplement avec un appareillage microscopique, eh bien là on voit plein de choses. Nous sommes en compagnie de Marc Bonheur. Marc Bonheur est docteur en dentisterie. Il voue sa vie à la lutte contre la maladie parodontale. Il est l'auteur de Tant de bouches à guérir, des parasites qui les vampirisent, Vaincre la parodontite, et c'est paru aux éditions Amiris. Il nous explique aujourd'hui que perdre ses dents n'est pas une fatalité. Grâce au formidable outil qu'est le microscope et grâce au biofilm, nous sommes invités à regarder les microbes, les bactéries et les parasites qui colonisent notre bouche. Donc, Marc Bonheur, on voit plein de choses, incluant des bactéries, on voit des protozoaires, on voit des champignons, on voit des fongies, on voit des globules blancs, on voit le système immunitaire qui est là en place pour nous agresser, nous défendre ou être en état de résolution de la guérison. Alors, cet appareil, qui je crois est magnifique, qui est utilisé par toutes les professions, toutes les médecines, permet de constater plein de choses. Et je crois qu'en dentisterie, curieusement, pour toutes sortes de raisons, parce que le microscope, en fait, ne nous permet pas de donner un nom à un microbe, et c'est un peu difficile de différencier les bactéries à l'aide de microscope. On voit différents morphotypes, différentes formes, mais on dirait que chez nous, c'est pas suffisant. Il faut écrire le nom, il faut faire des analyses biochimiques, etc., pour avoir exactement les bonnes bactéries. Tout ça a fait qu'on a abandonné progressivement le microscope, tout en délaissant de l'autre côté le côté de ce que j'appellerais les protozoaires. Alors, protozoaires, c'est des organismes vivants, unicellulaires. Alors, on se retrouve avec une cellule, mais qui est beaucoup plus avancée, beaucoup plus intelligente, si on veut, qu'une simple bactérie qui va vouloir se reproduire et causer certains dommages. Les protozoaires ont des avantages, ils ont évolué avec les millénaires, et ils ont des caractéristiques très différentes des bactéries. Elles peuvent changer de forme, elles peuvent se déplacer, elles peuvent phagocyter, se nourrir de cellules. Alors, elles ont des caractéristiques vraiment impressionnantes, vraiment fortes. Et puis, dans la maladie de la bouche, dans la parodontite, tout le monde a, si on veut, oublié qu'il y a des protozoaires dans le biofilm, dans la crevasse au pourtour de la dent, qui sont installés là. Et c'est, je crois, le point le plus important que j'amène, parce que dans les gingivites, on retrouve des bactéries, on retrouve une réponse inflammatoire, alors nos cellules blanches, nos globules blancs arrivent pour nous défendre, mais ça en reste habituellement à cette situation. Alors que dans la parodontite, on le sait depuis un siècle et demi, on retrouve dans à peu près tous les cas l'arrivée de ces protozoaires que je dirais monstrueux, ces grandes limaces, ces grandes bestioles. Oui, dans votre livre, c'est effrayant les photos. Voilà, et je reconnais que c'est effrayant, sauf que, vous savez, quand j'ai un patient avec moi, parce que je suis toujours en clinique, je suis toujours au cabinet, et puis quand je vois ces bonnes gens qui, depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, cherchent à trouver une solution à leurs problèmes, veulent garder les dents. Et puis là, ils ont là des dents qui se déchaussent, des dents qui bougent, et puis bon, c'est pas agréable. Et ces gens, on leur parle de bactéries qu'il faut enlever depuis belle lurette. Et ces gens viennent me voir, et puis on prend un peu un échantillon au pourtour de la dent malade, et puis c'est tout simple, c'est tout facile. En quelques secondes, je mets ça sur une petite lame de verre qui va être sous le microscope, et on accroche toujours un écran, un téléviseur à côté. Et là, les gens regardent, je les invite à regarder avec moi, même si c'est effectivement effrayant de regarder. Je les préviens, je les prépare un tout petit peu, et bon, ils acceptent de comprendre la maladie. On veut tous comprendre notre maladie. On fait un effort, et je leur explique que bon, ça va bouger, il va se passer plein de choses, mais bon,
on regarde, On a l'ennemi. on a l'ennemi en face, on se permet de le regarder, et tout d'un coup, les gens se mettent à voir, et là, ils voient les bactéries qui se promènent, qui pullulent, qui scintillent un peu partout, comme on voit les étoiles dans le ciel, et puis tout à coup, dans le ciel arrive une espèce d'Airbus, de gros avions énormes, et là, c'est les protozoaires qu'on voit arriver, qui se déplacent tranquillement, et là, les gens me font... Mais qu'est-ce que c'est que cette espèce de truc énorme, bizarre, qui se déplace en frayant un chemin dans le biofilm? Ça surprend les gens. Et puis, ça m'a surpris d'ailleurs quand j'ai appris cette chose-là il y a 22 ou 23 ans, quand j'ai vu ces énormes protozoaires se balader en groupe, en famille, se frayant des chemins à travers les petites bactéries de la bouche, je me suis dit, mais c'est pas possible de retrouver ces animaux, ces animalcules impressionnantes dans, je vous dirais, presque tous les cas de maladies parodontales, de cette maladie qui nous fait perdre les dents. Et moi, j'ai appris par un confrère, on en parle peut-être tout à l'heure, par un confrère canadien qui avait, lui, à l'époque, acheté un microscope pour, bon, comme ça, s'amuser à regarder avec les patients et tout. Et lui aussi, après un certain nombre d'années, s'est aperçu que, mais qu'est-ce que je retrouve? À chaque fois que la dent est malade, à chaque fois que la dent se met à bouger, la dent se déplace, il y a un problème, ben je retrouve ces énormes protozoaires qui se baladent dans la gencive. Et on se dit, mais comment ça se fait? Et le professionnel dentaire en général, le dentiste, n'est pas au fait, n'a pas la réponse. Parce qu'à l'école, on n'apprend pas sur les protozoaires. On apprend sur les bactéries parce que, pour toutes sortes de raisons, mais c'est un peu comme si on avait oublié, moi j'appelle ça le chapitre 15. Il y a 14 sessions à l'école, et puis bon, 15e chapitre, c'est les protozoaires. Mais bon, les protozoaires, c'est quelque chose d'immense en soi. Bon, vous verrez ça quand vous aurez le temps, quand vous serez grand, quand vous aurez l'occasion. Et puis malheureusement, je crois qu'il faudrait apprendre les protozoaires au tout début, parce que c'est énorme, c'est important, c'est en corrélation totale. Les vieux articles scientifiques nous disent corrélation à 100% avec la parodontite, corrélation à 100% avec la perte des dents causée par cette infection. Alors, je me suis dit à l'époque, mais c'est un peu facile, si c'était ça, on le saurait, et c'est ce qu'on me répond, c'est ce qu'on me dit aujourd'hui, et j'ai dû en faire l'expérience. Faire l'expérience avec des gens vivants, des gens qui veulent se soigner, des gens qui essayaient de se soigner depuis belle lurette, depuis des années, essayer de comprendre avec des gens qui ont subi des chirurgies pour gérer cette maladie-là, sans avoir trop de résultats, à subir des douleurs, à subir des difficultés qui sont relativement importantes, et là, de voir une hypothèse, une avenue qui se comprend par ailleurs très très bien après coup, quand on a saisi l'importance de ça. Et les gens voient ça, et les gens se disent, mais est-ce qu'il n'y aurait pas là? Et là, je leur réponds, vous savez, depuis les années que je regarde ça, depuis les gens que j'ai rencontrés qui m'ont expliqué le phénomène, je me suis mis à appliquer l'idée simple d'éliminer ces protozoaires, d'éliminer ces grandes bestioles qui se baladent comme ça, qui sont évidentes à voir au microscope, à la condition qu'on ait la bonne méthode, quoi. Okay? Alors, dès qu'on montre ça aux gens, les gens veulent, mais s'en défaire. Personne ne veut garder ces immenses protozoaires dans cette maladie. Il faut voir les photos. Voilà, on voit les photos, et les photos, elles sont là pour ça, pour dire, écoutez, vous avez cette maladie, les chances sont que vous avez ces protozoaires, laissez-moi regarder avec vous, on regarde ensemble, et bon, 99,5% des cas, voilà, il y a plein de protozoaires qui se baladent dans votre bouche. Et j'ai tendance à l'exprimer de façon vivante avec les gens, avec les patients, parce que c'est réel. Je ne vais pas minimiser. C'est un petit animalcule, oui, parasite, mais qui fait 100 microns, qui fait 1/10 de millimètre. C'est beaucoup. Vous en mettez 10, un derrière l'autre. Ce qui arrive souvent, ça fait 1 millimètre. C'est énorme. C'est énorme quand on y réfléchit. Et de penser que toute une profession a choisi de ne pas le voir, de l'oublier, parce qu'on a dit quelque part dans les années 1910, 1940, quelque part, on a dit, c'est pas grave, c'est pas important. Et je me suis dit, mais non, mais c'est grave, c'est important, une corrélation de 100%, on peut pas la laisser comme ça au hasard. Et il y a des auteurs qui ont fait le travail d'éliminer ces parasites, qui nous disent, voilà,
quand j'élimine ces parasites, j'élimine la maladie. Ah bon? Et quand on apprend ça, quand j'ai appris cette chose-là de mon confrère canadien d'Ottawa, qui me dit, vous éliminez les parasites, vous guérissez la maladie, je me dis, mais c'est pas possible, mais c'est pas possible. Et puis je suis arrivé dans mon cabinet, je m'achète un microscope, j'installe tout ça, j'ai mon premier patient, allez, on va regarder, je regarde avec lui, je prends un échantillon et on regarde. Et là, immense truc, je vois exactement la même chose et je me dis, mais c'est pas possible. Et là, il faut apprendre à gérer ça parce que ça ne fait pas partie de la littérature ou de ce qu'on enseigne, de ce qu'on apprend comme professionnel dentiste à l'école. Il faut trouver les solutions chez certaines personnes. Et les gens les plus proches, ce sont en fait les parasitologues, les gens qui s'occupent de gérer maladies semblables, le plus souvent au niveau intestinal. Parce qu'il y a, si on veut, un peu la même maladie au niveau de l'intestin que la bouche. Et c'est là qu'on s'aperçoit comme professionnel de la santé que la bouche et tout, le reste du tube digestif, c'est un grand tube. Et la maladie qu'on retrouve à l'entrée, souvent la même maladie qu'on voit à la sortie. Alors, il y a plein de gens en médecine, en parasitologie, qui vivent avec les problèmes d'une maladie tout à fait semblable, qu'on appelle l'amibiase intestinale, parce que ces protozoaires, ce sont des amibes, qui se baladent. Eh bien, les gens qui traitent cette maladie intestinale, ils se départissent de ces protozoaires, de ces amibes, et le patient guérit. Eh bien, nous, c'est un peu la même chose. On regarde ce que font les confrères au niveau médical, et puis on se dit, bon, je vais faire pareil, je me débarrasse de ces parasites, je me débarrasse de ces amibes, et puis qu'est-ce que je vois? Ben voilà, je vois, hop, il n'y a plus de maladie. Okay. Et c'est ce que j'ai vécu il y a 20 ans, un peu plus, avec mon équipe, avec chez nous les hygiénistes, parce que, bon, on mesure tous les signes, tous les symptômes chez tous les patients, au cas où ils auraient cette maladie, on constate qu'il y a maladie, on traite selon cette méthode d'éliminer les parasites, et on s'aperçoit après 8 mois, 1 an environ, que les patients sont guéris. Alors, une fois qu'on a traité, il n'y a plus de saignements, la gencive est belle, toute rose, comme à 8 ans, 9 ans, 10 ans, comme chez le jeune adolescent. Et puis, les dents redeviennent solides. S'il n'y a pas eu trop de dégradation de la structure osseuse, les dents reprennent leur rigidité. On revient à être capable de manger, de mastiquer, comme à l'origine. Alors, nous, on s'est aperçu, en travaillant avec cette hypothèse, cette façon-là de voir la maladie, que, miraculeusement presque, on avait une guérison à peu près totale. C'est plus miraculeux avec le microscope, vous le voyez. Il est où? Le miracle, il est de le voir, de le découvrir, de s'en rendre compte comme professionnel, de s'en rendre compte comme personne vivante sur cette planète. Imaginez 2 milliards de gens sur la planète n'ont pas la moindre idée qu'ils ont ces animalcules parasites qui se baladent dans leur bouche à leurs dépens. Personne n'est conscient. À partir du moment où on est conscient de cette chose-là, bon, c'est sûr qu'il y a des enjeux, de santé publique, il y a des traitements à installer avec des pour et des contre, avec des risques, des conséquences, et puis de notre côté, il y a les risques amenés avec cette maladie elle-même. Alors à ce moment-là, je crois, en tant que professionnel, que ce n'est quand même pas seulement à moi de décider de la thérapie, du traitement et tout. Je pense que ça revient aux gens, ça revient aux patients de décider pour eux, en tout état de cause, en comprenant, en étant informés, autant des risques et des conséquences d'une thérapie ou de laisser la maladie. C'est leur choix avec le professionnel de dire, bon, est-ce que je veux me traiter? Est-ce que je vais faire les choses qu'il faut pour que ça fonctionne? Et puis là, on va faire un travail ensemble, le patient, le professionnel, pour amener la guérison, quand le patient le veut. Mais bon, il faut en discuter, il faut voir tous les aléas. Et puis, la majorité, je vous dirais, des gens qui sont, pour le moins, conscients de la maladie et qui veulent se guérir, d'obtenir, de travailler à cette guérison, ça fait, ça rend le sourire, ça permet aux gens de retrouver ce qu'ils croyaient des fois avoir perdu pour toujours. Et puis là, je dirais, c'est le bonheur, quoi. C'est, voilà. Ça se voit sur votre figure. Voilà, ça se voit sur ma figure. De rendre les gens heureux et puis garder les dents.
Avant de voir le traitement, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu les gens qui vous ont précédé sur cette voie-là? Oui, absolument, parce que c'est des gens importants. Il n'y en a pas beaucoup, mais bon, il y a le premier découvreur, si on veut, 1849, grosse. Le premier a trouvé une amibe au microscope comme ça dans la bouche. Je lui ai dit, qu'est-ce que c'est que cette grosse bête? Et puis bon, à l'époque, il n'y avait pas le dentiste encore, ou à peu près pas. Le deuxième plus important, c'est le groupe de Cophoïdes, alors californien. Il y a un certain malheur peut-être avec le groupe Cophoïdes, c'est que c'était plutôt des biologistes. Hein? Alors, ils n'étaient pas dentistes comme tels. Alors, il y a peut-être eu un manque, déjà, de séparer le médical et le dentaire. Okay? Je pense qu'il y a un problème encore aujourd'hui. Le dentiste est toujours un peu séparé de la médecine, de la biologie. Elle est partout, mais il faut qu'on travaille ensemble. Et Cophoïdes et son groupe ont été le premier à refaire une bonne revue de la littérature, de dire, oui, effectivement, il y a des parasites qui se promènent à chaque fois qu'on a la maladie de gencive. Et à l'époque, cette maladie, cette parodontite, on l'appelait piorée. Alors, il y a du pus qui s'écoule des gencives. Alors, le pus, c'est l'infection, c'est notre système de défense, nos globules blancs qui viennent pour nous défendre et qui finissent par mourir sur le champ de bataille. Alors, les globules blancs sont là, comme des fantassins, des soldats au combat, ils se battent, et puis bon, certains meurent, et ça fait ce qu'on appelle le pus. Et on disait à l'époque, il y a du pus qui sort de vos gencives. Et je sais que c'est difficile à entendre pour le patient, mais c'est la réalité. Alors, à chaque fois, nous dit Cophoïdes dans les années 1929, il dit à chaque fois qu'il y a du pus qui s'écoule des gencives, qu'on regarde à la microscopie, bon, on voit ces petits animaux parasites qui pullulent. Parfois, la majorité du temps, ce sont des amibes. À l'occasion, ce sont des trichomonas, alors des petites bestioles un peu plus petites, très agressives, avec 4 flagelles qui se nourrissent de tous les débris. Ça ressemble à des petites souris qui se baladent quand on regarde sur l'écran de télé. Les personnes disent « Oh, mais qu'est-ce que c'est que ces petites souris qui se promènent à côté du gros éléphant? » Et voilà, c'est des trichomonas. Et d'ailleurs, trichomonas qui sont traités par nos confrères gynécologues, médecins, de toute façon, parce que ça se trouve à l'autre extrémité, niveau vaginal, niveau prostatique. Alors, on retrouve des trichomonas à cette extrémité. Le médecin traite en prenant soin de traiter la famille, de traiter le conjoint pour avoir un meilleur succès parce qu'on ne veut pas se redonner. Et curieusement, dans la bouche, on voit des trichomonas et on se dit, bah, c'est pas grave. On voit des protozoaires qu'on se dit, bah, c'est pas grave. Mais je ne sais pas pourquoi on dit c'est pas grave. Au contraire, c'est grave. Hein? Et Cophoïdes nous dit à l'époque, tous les gens qui ont cette maladie de pus autour des dents, autour de la gencive, qui soignent des gencives, tous ces gens-là, ils ont des parasites, amibes le plus souvent, trichomonas à l'occasion, et on les traite et ils vont mieux. Et après, ils ont repris ces animalcules, ils ont essayé de les redonner, par exemple, à des animaux, par exemple aux chiens. Alors, vous avez des chiens, ils ont donné ces parasites aux chiens. Seuls les chiens, curieusement et intelligemment, seuls les chiens qui avaient déjà une gingivite à bactéries, arrivaient à conserver ces parasites et avoir la maladie. Alors qu'un chien qui n'avait pas de gingivite, qui avait une bouche saine, parfaite, on essayait d'inculquer ces parasites, on n'arrivait pas à faire qu'ils se multiplient. Alors déjà, ça nous expliquait à l'époque que pour avoir une parodontite, une perte de l'os, pour avoir cette maladie, il faut au préalable une première maladie qui est la simple ou banale ou réversible gingivite. Alors du moment où on a cette gingivite, on peut attraper une seconde infection à parasite qui s'installe dans la gingivite. Pourquoi? Parce qu'il y a un peu d'inflammation, il y a des globules blancs. Et Cophoïdes nous montre très très bien à l'époque, avec dessins à l'appui, de jolis croquis, comment ces parasites vont se nourrir de nos globules blancs. Les parasites vont systématiquement se nourrir du noyau des neutrophiles, du noyau des leucocytes, hein, pour arriver à survivre et à se reproduire. Et pour moi, à l'époque, je pense, c'est une découverte majeure qu'on a un peu oublié, d'avoir une bestiole dans une maladie clairement établie dans 100% presque des cas, d'avoir une réponse inflammatoire qui n'est pas réversible, d'avoir un animalcule qui se nourrit de notre système immunitaire pour mieux survivre, procréer, ben, c'est impossible à accepter sereinement, quoi. Ça fait aucun sens d'accepter tel manège dans la bouche. Encore plus qu'aujourd'hui, on se pose la question, qu'est-ce qui cause cette maladie? Et là, ça date des années 20? Ça date des années 20, 1914, 1917, 1920, 1929. Il y a eu quantité d'études et c'est le groupe de Cophoïdes qui a mis en lumière dans un bel article, une vingtaine de pages avec tous les dessins. On a même fait les études chez les primates, les singes, et puis déjà, presque tous les singes étaient affectés de la même maladie. Les singes faisaient une parodontite, déjà eux aussi. Alors, tout ça s'est confirmé, c'est
facile, c'est très accessible, c'est facile à comprendre, et puis c'est compréhensible. Et puis voilà, et on se défait des parasites, bien sûr, en même temps on se défait des bactéries qui vivent dans un milieu semblable, anaérobique, parce que ces parasites vivent sans air. Et dans la maladie parodontale, c'est sûr, il y a des parasites, il y a aussi des bactéries qui vivent dans un milieu anaérobique et elles vivent ensemble. Alors là, on pourrait dire, c'est les bactéries, non, donc c'est les parasites. La voix de la majorité a toujours dit, oui, c'est les bactéries, mais à mon avis, sans avoir de résultat. Et la voix de la minorité dit, oui, il y a des parasites dans tous les cas, vous enlevez les parasites et vous allez voir, ça guérit très, très bien. Et c'est ce qu'a fait peut-être Trevor Lyons, après coup, dans les années 80. Il a repris à partir... C'est intéressant parce qu'on passe de 1920 aux années 80. Oui, il y a vraiment eu la chute, quoi. Il y a eu la chute parce que Lyons, à l'époque, accuse le crash, ensuite accuse la Première Guerre. On n'arrivait pas à trouver une solution et il n'y avait pas les médicaments qu'on a aujourd'hui. C'est l'époque où il n'y avait pas les antibiotiques. Alors, on avait des produits qui pouvaient être utilisés dans la parodontite, avoir un excellent résultat. Il y avait des effets, par exemple, au niveau cardiaque, qui amenaient des problèmes importants. On choisissait le cœur plutôt que la gencive. Hein? Ça se comprend à l'époque. Okay? Et puis après, il y a eu la découverte des antibiotiques, la pénicilline, etc. Et là, on a eu réponse, si on veut, aux bactéries, aux parasites. Et les bactéries sont tellement populaires dans notre esprit. Bon, on explique pourquoi, parce que souvent les bactéries, on connaît des maladies à bactéries qui vont tuer l'être humain. Parce que la bactérie, elle se multiplie, et l'être humain, il meurt, ou les animaux meurent. Tandis que les parasites ne peuvent pas faire mourir leur hôte. Il s'en nourrit, mais il réfléchit un peu. Okay? Son génome est 10 fois plus important que celui d'une bactérie. Alors, il y a des caractères aux parasites qui disent « Je ne vais pas scier la branche sur laquelle je me tiens, je me dépose. » Alors, si je peux infester cet être humain, tout doucement, tranquillement, me reproduire, bien sûr sans le tuer, ça me permet de continuer. Et puis voilà. Et puis là, j'ai 40 ans à survivre avant qu'il perde ses dents. Alors, j'y vais tout doucement, et puis j'en profite. Et voilà. Le parasite, en soi, vient nous parasiter. Et c'est difficile qu'il ait pas un dommage sur son hôte. Okay? Ils sont très rares. En général, le parasite va nous utiliser quelque part en nous affaiblissant un tout petit peu, mais pas trop parce qu'il veut survivre. Okay? Et c'est là qu'on voit la maladie. On perd nos dents relativement tranquillement. Et voilà. Mais bon, j'imagine... je ne sais pas, il y a quelques millénaires où les hommes vivaient 45 ans d'âge. Alors, de perdre ou d'avoir quelques dents mobiles à 45 ans, on était au bout de la vie à cette époque, et puis bon, c'est peut-être supportable. Mais aujourd'hui, on vit 85 ans, 90 ans, il y a des gens qui se rendent à 99, bon, on demande plus. Aujourd'hui, on se dit, je voudrais avoir 50 ans, 60 ans, 70 ans et avoir mes dents, être capable de croquer ce pain dur. Et c'est une requête de notre nouvelle civilisation. Et ça répond, je crois, à cette demande que de garder sa dentition, être capable de fonctionner, être capable de rire aux éclats, être capable de manger, de sentir bon, d'avoir un joli sourire, même à 60, 70 ans, 80 ans. Et au cours de ma pratique, c'est ce qui me porte plus qu'à croire, mais de vivre avec mes patients qui ont 60 ans, 70 ans, 80 ans, de les regarder comme ça. Leur sourire est beau, leur sourire est joli, leurs dents sont solides, parce que oui, depuis 20 ans et plus, on s'est occupé de guérir cette maladie, et je les regarde aujourd'hui, je me dis, est-ce que c'est pas merveilleux de voir ces gens à cet âge avec un beau sourire? Et combien de dames, de personnes je vois, je leur dis, vous savez, vous avez 75 ans et vous avez une gencive comme à 15 ans. Il n'y a pas de rides sur la gencive, c'est bien accroché, c'est bien accolé. Et de voir ces gens, de voir mes patients, avec ce sourire, être serein, resplendissant, ça fait un bien fou. Et je sens que pour eux, ils ont acquiescé au départ avec parfois de l'incertitude, parfois de difficulté en regardant l'écran la première fois, mais après, je ne vois que de la reconnaissance. Et c'est pour ça que je veux en parler, c'est pour ça que j'ai besoin d'écrire, c'est pour ça que j'ai besoin d'en faire de l'enseignement, parce que ça fonctionne. Vous éliminez ces parasites de votre bouche, de votre vie, de vos habitudes, vous éliminez les risques et ça fonctionne. Votre corps guérit très bien
vos gencives, votre muqueuse guérit au même titre que n'importe quelle autre partie du corps humain. Hein. Votre peau guérit, votre peau se cicatrise, d'autres muqueuses du corps qui sont traitées vont guérir. Eh bien, pourquoi pas la bouche? Parce qu'on dit la bouche, c'est pas pareil, c'est multifactoriel, on comprend pas trop ce qui se passe, mais c'est pas vrai. On comprend très bien ce qui se passe à condition de regarder cet écosystème buccal, de regarder cet agencement, de regarder le biofilm, de le comprendre. Ça permet de faire quelque chose et de réussir. Notre invité Marc Bonheur. Marc Bonheur est docteur en dentisterie. Il est l'auteur de Tant de bouches à guérir des parasites qui les vampirisent, vaincre la parodontite aux éditions Amiris. La parodontite, qui touche plus de la moitié des adultes de la planète, est due aux parasites qui colonisent notre bouche et que nous laissons proliférer faute de soins appropriés. Marc Bonheur nous explique tout sur ce fléau qui, s'il n'est pas soigné, aboutit à la perte des dents. Marc Bonheur, on vous entend là, on se rend compte qu'il y a eu des précurseurs. Donc là, vous en étiez à ce monsieur Trevor Lyons? Oui, j'en étais à ce monsieur Lyons, Trevor Lyons, qui a géré cette maladie à partir de la parasitologie, à partir de j'élimine les protozoaires, j'élimine les fongies s'il y en a, j'élimine les autres choses que les bactéries, et puis il a réussi. Il s'est aperçu que ses patients guérissaient magnifiquement, sereinement, relativement avec une certaine rapidité d'une maladie qu'on disait chronique, à l'occasion agressive. Eh bien, la maladie agressive, elle guérit encore plus rapidement parce que la maladie agressive, quand on voit ce qui est là avec tous ces animalcules parasites, on les élimine et voilà, ça guérit très bien, même dans les cas les plus agressifs. Alors, c'est un chapitre important. Et Trevor Lyons, dans les années 80, nous dit, écoutez, j'ai éliminé ces parasites avec des médicaments, des produits, des habitudes, des façons de faire antiparasitaires, et je suis arrivé à constater la guérison avec les patients. Même souvent avec une reconstruction de l'os alvéolaire, de l'os au pourtour des dents. Et les gens s'en portent mieux, et s'en portent mieux à long terme, parce qu'on a retrouvé une flore saine et qu'on est, à partir de ce moment, capable de garder, par toutes sortes de bonnes habitudes, cette flore saine et de ne pas réattraper la maladie, un peu au contraire de ce qu'on enseigne souvent. On dit, bon, la maladie, c'est génétique, je l'ai parce que mes parents l'ont. Ben, en fait, non. Trevor Lyons nous dit, c'est pas génétique, c'est familial, parce qu'on l'attrape de notre père, de notre mère, de notre conjoint, de nos proches. Hein, par contact direct ou indirect, des muqueuses, de nos habitudes. Et en travaillant de cette façon, Trevor Lyons est vraiment concluant sur ses activités à lui, sur ses activités de son cabinet avec ses patients. À l'époque, il a fait un merveilleux volume sur 200 ou 300 pages où il explique tout ça à ses confrères. Et malheureusement, problématique, je crois, il a publié lui-même son livre, parce que bon, c'est parfois difficile de trouver quelqu'un qui va faire qu'on met ça sur toute la planète. Et puis le livre est resté un peu à l'écart. Il n'a pas réussi à en faire une promotion suffisante. Je ne sais pas pourquoi. C'est un médecin, c'était pas quelqu'un qui fait une propagande. Et puis, moi, quand je l'ai rencontré, j'ai été stupéfait. Je me suis dit, non, c'est pas possible. Et puis, j'ai commencé à m'apercevoir des mêmes choses que lui. J'ai fait sur quelques années la même chose que lui. Je m'aperçois que tous les gens guérissent, les gens vont bien, les gens sont heureux. Je me dis, mais il a raison. Et à partir de là, le plus difficile pour moi, c'était de dormir la nuit. Parce que je me réveillais la nuit en me disant, mais c'est pas possible. Tous les gens qui subissent des chirurgies, avec lesquels on pourrait peut-être gérer ça plus facilement, tous ces gens qui n'arrivent pas à guérir, toute cette planète qui est infestée de ces parasites, qui ne le sait pas. Et on a la chance aujourd'hui de le voir, de le comprendre et d'être capable de le gérer. On a les produits qu'il faut, on a les médicaments qu'il faut, on a les connaissances qu'il faut, les appareils qu'il faut. Parce que les microscopes, ça date de quand, pour les voir en tout cas? Voilà, le microscope, c'est Lowenhoek, ça fait des siècles et des siècles. Mais un microscope de laboratoire de bonne qualité, depuis un siècle, on a tous les outils très performants. C'est facile d'accès, c'est relativement peu dispendieux, c'est accessible
pour tous les praticiens facilement. C'est un appareil qui se conserve 30 ans sans problème. Alors, voilà, c'est un appareil universellement connu, facile à gérer, qui ne demande aucune intervention chez le patient, sinon que d'aller chercher un petit bout de microbe dans la bouche. Il n'y a aucune douleur, il n'y a aucune problématique. On regarde, on voit, et on gère la maladie à partir de cette façon d'observer à la microscopie les résultats de la thérapie. Okay? Et un de ceux qui présentait quelque chose comme ça, c'est Paul Keyes, qui était de l'école bactérienne. Mais Keyes a fait une superbe petite étude dans les années 80 où il montre carrément, parce que c'est un adepte de la microscopie, et il montre dans la santé, il n'y a que des petites bactéries toutes simples, en forme de points, de traits, toutes simples, qui ne bougent pas. Et dans la gingivite, il y a des bactéries qui se baladent partout, en tire-bouchon, en vrille, et puis il y a l'inflammation avec le globule blanc, mais sans plus. Et à partir du moment où on est en parodontite avec une vraie destruction, on retrouve, et lui retrouve dans son étude, la même chose que Lyons, avec de jolis croquis, avec les parasites. Et ces parasites s'accrochent sous les filaments bactériens comme les poissons clowns sur les anémones. Ils vivent ensemble, et puis c'est un écosystème tout à fait organisé. Et Keyes nous démontre ça, mais sans peut-être en voir la portée. Parce que lui n'a pas géré d'éliminer ces parasites. Il a un peu constaté. Bon, alors que déjà Trevor Lyons s'est dit, on les élimine et on voit. J'oserais raconter l'histoire de Trevor Lyons parce que sa première patiente réelle, c'était une coiffeuse qui était en train de perdre sa dent en avant et qui lui dit, voilà, j'ai une maladie, ma dent bouge, ma dent s'est déplacée à l'avant, ça m'inquiète, et voilà. Et Trevor Lyons prend des microbes comme on faisait à l'école, un peu partout dans la bouche. Et là, il aurait peut-être vu autre chose que ces protozoaires, hein? Mais la coiffeuse lui dit, vous savez, je ne sais pas pourquoi vous prenez ailleurs. Pourquoi vous ne prenez pas là où est ma dent problème? Et c'est l'habitude qu'ont pas encore aujourd'hui les professionnels de prendre les microbes là où est la maladie, précisément sur la dent touchée. Et c'est à ce moment que Trevor fait cette première découverte en prenant là où la dent était malade. Et là, il voit tous ces protozoaires qui pullulent. Il se dit, mais c'est pas normal. J'élimine ces protozoaires. Il fait, et la dent guérit, et la dame guérit. Et c'est la coiffeuse qui dit, ben, vous savez, chez moi, s'il y a des gens qui ont des poux dans les cheveux, ben, je vais pas nettoyer les mains, les bras. C'est dans les cheveux que je vais regarder. C'est là où sont les parasites que je vais regarder. Ben, c'est tout simple. C'est une façon de penser bon père de famille, quoi. Tout simplement, c'est de la bienséance, c'est du bien-être. C'est logique. Et c'est ce que les patients trouvent, ils voient que c'est logique. Et c'est pour ça qu'ils embarquent dans la thérapie, ils embarquent dans le traitement, et on travaille ensemble au microscope tout le long de cette thérapie, et ça permet de travailler ensemble. Alors ça, c'est magnifique que de pas être là tout seul comme praticien, d'être capable à deux, hein, et puis des fois de façon familiale, parce que j'encourage toujours à traiter le conjoint, parce que souvent le conjoint est infecté, alors on travaille en famille pour s'assurer qu'on a éradiqué ces parasites, et c'est là qu'on obtient le succès, avec la collaboration du patient, sa coopération entière, parce que il voit, lui, les bénéfices. Après un mois, 2 mois, ah, tout à coup, ça saigne plus ma gencive, ah, mes dents sont solides, ah, maintenant, mon haleine est revenue, et les gens voient progressivement l'amélioration, constatent de visu sur l'écran que les parasites s'éliminent et voient à toute fin que, bon, ils ont retrouvé les microbes, comme je leur explique ou comme je leur montre chez les enfants qui n'ont pas de maladie. Eh bien voilà, tout le monde est heureux, tout le monde est content, on a travaillé ensemble et on a obtenu les résultats. Et puis à long terme aussi. Par rapport à la gencive, on peut aussi penser que c'est une maladie de la gencive et des répercussions sur le reste du corps? Absolument. Aujourd'hui, depuis un peu plus d'une quinzaine d'années, on s'est aperçu qu'effectivement, la maladie parodontale amène des problèmes au niveau cardiaque. Il y a 3 fois plus de risque cardiaque, rénal, chez quelqu'un qui a une maladie parodontale que chez la personne qui est en santé au niveau de ses gencives. Alors, vous avez une parodontite, vous avez 3 fois plus de chances d'avoir un problème cardiaque, d'avoir un problème rénal. Vous avez 2 fois plus de risque d'avoir une maladie comme le diabète qui est difficile à gérer. Et déjà, vous gérez la maladie parodontale, votre diabète devient plus facile à gérer.
L'autre maladie, il y a des maladies pulmonaires, hein, il y a des conséquences au niveau pulmonaire. Et une des conséquences assez différentes, c'est au niveau du fœtus, au niveau de la femme enceinte. Alors, chez la femme enceinte, il y a, en général, on a pu constater qu'il y a 7 fois plus de bébés prématurés de petits poids qui n'arrivent pas à maturité. Bon, les conséquences sont à voir, c'est peut-être pas la mortalité ou toujours la mortalité, mais on sait qu'à l'occasion, il y a vraiment une problématique. Et dans les pays qui sont plus touchés par la parodontite, vraiment, ça peut être plus important. Alors, de gérer sa parodontite et d'avoir de meilleures chances au niveau cardiaque, au niveau pulmonaire, au niveau d'une maladie comme le diabète ou sur la procréation, ben, on a tout avantage à gérer la maladie parodontale, d'autant plus qu'on connaît cette corrélation. Ma crainte aujourd'hui, ce sont sur les nouvelles études, parce que on sait qu'il y a une corrélation, mais si, en tant que professionnel dentaire, on n'arrive pas à gérer cette maladie parodontale, eh bien, on n'aura pas d'amélioration sur les paramètres conséquents de ça. Alors, c'est important de la gérer et de voir les bénéfices. Encore faut-il la gérer, parce que, bon, beaucoup de spécialistes, même en travaillant avec le niveau bactérien, vont arriver à gérer cette maladie, mais c'est parfois plus difficile. À l'occasion, avec une chirurgie et une antibiothérapie connexe, ils vont gérer la maladie, mais il faudrait la gérer dans tous les cas. Il faudrait que ça devienne un peu comme la carie dentaire. Ben, on sait qu'on mange plus de sucre, ça va aller mieux. On restaure les dents, ça va aller mieux. On est confiant de notre réussite. En parodontie, les dentistes, les praticiens n'ont pas un gros taux de succès. Ils le savent. Ils ne sont pas encouragés à en parler, à expliquer, parce qu'ils ne savent pas quoi faire. Et à partir du moment où on le fait à la microscopie, ça devient facile. Et à ce moment-là, on peut obtenir les résultats et éviter toutes ces conséquences sur les organes extérieurs. Et même au début du siècle, on avait déjà une corrélation avec les problèmes arthritiques. Alors, ça aussi, c'est des choses à voir. Et beaucoup de spécialistes aujourd'hui viennent me voir, l'orthopédiste, le cardiologue, pour dire il ne faudrait pas, avant qu'on fasse une intervention, gérer la maladie parodontale. On aurait probablement moins de risques avec les greffes partout dans le corps. Alors, on sait que c'est de bonne loi que d'éliminer cette maladie-là. Ouais. Marc Bonheur, est-ce que vous pouvez nous parler du traitement? Oui, absolument. Alors, je dirais le plus gros point dans la thérapie, c'est la collaboration et de faire que la personne se prenne en charge. Alors, il y a beaucoup d'outils aujourd'hui chez le dentiste, comme le laser, comme toutes sortes d'appareils qui vont aller tuer les microbes autour des gencives. Bon, c'est une bonne idée. Même l'antibiothérapie fonctionnerait très bien. Alors, je donne un antibiotique, point, et puis voilà, ça s'arrête. Mais le problème c'est que ça recommence 3 mois plus tard, parce que 3 mois plus tard, 4 mois plus tard, on se retrouve avec exactement la même flore qu'avant la thérapie. D'accord. Alors, il faut revenir au tout début, retrouver cet état de jeunesse, retrouver la pré-gingivite, retrouver nos bonnes habitudes d'hygiène, que parfois on ne nous a jamais enseignées. Alors, traiter quelqu'un comme ça, d'abord, c'est qu'il comprenne la maladie, il voit pourquoi ça arrive, reprendre des bonnes habitudes. Alors, on fait ça, brossage, soie dentaire, à tous les rendez-vous, souvent, ça dure 1 année en général, la thérapie, ou autour d'eux, on fait, on répète, on refait, pour que la personne soit aussi capable que le dentiste ou l'hygiéniste dentaire. Alors, quand on prend soin de ses dents, on prend soin de sa gencive, là, on est dans un milieu où la maladie peut s'arrêter. Alors, on utilise des produits, désinfectants très doux. Le premier qu'on utilise, en général, c'est l'eau oxygénée, légèrement diluée. Alors, souvent, on la retrouve sous forme de peroxyde, eau oxygénée 3%. On la réduit à 1% avec de l'eau. Alors, très doux, désinfectant. Et c'est la première chose qu'on utilise. En général, les dentifrices commerciaux n'ont pas réussi à gérer la maladie. Alors, on passe à autre chose. Alors, l'eau oxygénée, c'est, si on veut, l'outil de base. Ensuite, on ajoute certains produits qui sont le bicarbonate de soude, qui a tendance à éliminer, entre autres, ces parasites. Et on va aussi, à l'occasion, ajouter une certaine portion de sel de table. Une petite portion. Vieille recette de Trevor Lyons qu'il avait dans son pays d'origine en Angleterre dans les années 50. On appelle poudre de Torrance. Et puis voilà. Alors,
On désinfecte, on brosse avec des désinfectants, on applique cette poudre salée qui fait littéralement, et on peut voir au microscope, exploser les parasites. Hein? Ces gros parasites qui sont très sensibles à l'humidité, hein, parce qu'ils ne peuvent pas rester sur la table, ils vont sécher, ils vont mourir. Ils vivent d'une personne à l'autre, se transmettent par les gouttelettes de salive. Il faut qu'ils soient toujours dans un milieu humide. Et le fait d'amener une poudre salée, ça va les faire par osmose, littéralement exploser. Et voilà, l'explosion, ben, c'est la fin. Alors, on reprend les habitudes, on installe ça chez les gens, chez les patients, et déjà, ils voient l'amélioration fantastique au niveau de leur gencive. La problématique, c'est que ces bactéries, parasites, protozoaires, cette infection, tout ça, est souvent plus profonde au pourtour des dents, alors, ce qui fait que les produits désinfectants ne se rendent pas dans le fond de la petite crevasse qui est autour de la dent. Alors, c'est là qu'il faut ajouter d'autres produits. Des fois, il faut injecter à répétition des produits désinfectants. On utilise des produits à base de crème antiparasitaire, quoi, hein, qu'on va déposer, que le patient peut déposer sur sa gencive de façon routinière à chaque jour, okay, jusqu'à ce qu'on puisse voir la disparition complète de ces parasites. Alors, il y a quantité de façons, de produits. Par exemple, les alcools forts vont avoir tendance à réduire les parasites. Bon, je fais souvent l'exemple, alcool 40% fait éclater les parasites. Alcool 13% ou 12%, ben non, ça fait que les arrondir, ça fait que les endormir avec les parasites. Ils font un peu comme nous, ils ont tendance à sommeiller après bon repas. Et je me suis dit, si le vin pouvait éliminer les parasites, toute la France aurait une belle gencive et tout le monde serait parfait. Mais non, c'est pas le cas. Alors, il faut aller avec de l'alcool 40%. Et on utilise ces produits en expliquant aux patients comment faire et tout. Et puis, à l'occasion, on peut ajouter des produits antibiotiques comme la tétracycline, par exemple, qui va être bien dilué dans l'alcool et qui va pénétrer littéralement les globules blancs. Et la tétracycline est transportée par notre système immunitaire d'un endroit à l'autre. Ce qui fait que c'est un produit qui fonctionne très bien, et on sait que ça fonctionne très bien depuis 40, 50 ans. Mais bon, on se demande des fois pourquoi, mais déjà, ces produits-là sont transportés par nos globules blancs pour se rendre au champ de bataille. Alors voilà, c'est bien, c'est un bon produit à utiliser. Et puis après, il y a les produits bio, les huiles essentielles, il y a toutes ces choses qui sont possibles d'utiliser. Reste que, il faut constater avec le patient qu'on a fait partir cette flore pathogène, bactéries, parasites, et que notre système immunitaire est au repos, que les globules blancs sont partis. Et quand on arrive à faire ça, ben voilà, c'est la guérison. Après, il reste une dernière chose à faire qui est relativement habituelle, c'est d'éliminer le tartre, le calcul dentaire qui se dépose. Parce que tous ces microbes finissent, en utilisant les minéraux de la salive, parfois des concrétions, hein, des calculs qui s'accolent à la racine de la dent. Et il faut les éliminer pour que la gencive puisse se recoller, se fermer, comme n'importe quelle plaie du corps humain. Mais ce qu'on amène, nous, aujourd'hui, c'est de gérer d'abord l'infection, revenir à une flore normale, saine, après enlever ce tartre, enlever ces concrétions, et là, la guérison est facile. Par contre, la méthode traditionnelle nous dit l'inverse, nous dit, bon, il faut enlever le tartre, cureter, faire que ça draine, et puis voilà, etc. Mais on ne peut pas enlever ces choses dans de l'infection, dans du pus, ça n'amène pas une bonne guérison, les tissus ne sont pas bien, ne sont pas jolis. Alors nous, on dit à l'inverse, gérer l'infection, ramener de jolis tissus. Une fois que les tissus sont beaux, on enlève les petites concrétions et puis ça guérit tout seul. Mais il faut quand même les enlever, ces concrétions. Avant, on avait la chirurgie, on ouvre un rideau, on ouvre la gencive comme un rideau, on enlève ces concrétions. Aujourd'hui, on a plein de petits appareils sophistiqués à base de diodes luminescentes qui nous disent oui, il reste un petit peu de tartre ici, bip, 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 ça sonne et puis on l'enlève. Alors, on a des appareils formidables pour gérer cette dernière portion de la maladie. Une fois tout ça fait, ce qui reste surtout à établir, c'est d'éviter la réinfection. Alors, c'est pour ça que je dis que c'est important que les gens comprennent la maladie et c'est facile à comprendre. Alors, on va juste refaire une petite parenthèse très précise sur le mode de transmission. Oui. Comme ça, on saura comment faire pour pas se réinfecter. Exactement. Alors, c'est certain qu'on voit des parasites. Les parasites, ça se transporte d'une personne à l'autre. Ça se transporte par un milieu humide, hein, dans les gouttelettes d'eau. La salive est
un endroit idéal pour faire loger ces parasites. Et depuis le début du siècle, on sait fort bien que ça peut se transporter, ces parasites, par les ustensiles, les verres qu'on se passe dans la famille. Alors, nos habitudes, maman qui nous bécote, on a les microbes de nos parents parce que, oui, on vit ensemble, on vit proche, on s'embrasse. Que penser des premiers baisers amoureux? Hein? On voit le jeune adolescent, oui, qui a des petites bactéries, petites gingivites, c'est pas un problème. Mais au mariage, on marie la belle ou l'inverse. Un a les parasites, l'autre pas. Ben voilà, ça y est, on se transmet facilement par toutes nos habitudes. Mais ces parasites, à l'origine, on les trouve où? Plutôt dans certains pays? Ou ils sont tous partout maintenant avec les voyages? Ben voilà, ils vivent chez... D'accord, il y a plus de c'est dommage, ils vivent chez la majorité des êtres humains maintenant. C'est un peu ça qui est déplorable. Est-ce qu'on va traiter tous les êtres humains? Il faudrait. Est-ce qu'on peut? Je sais pas. Je crois qu'il faut traiter d'abord les gens qui veulent, qui veulent conserver leurs dents, qui disent oui, je ne veux pas vivre avec ça, je vais avoir des saines habitudes. Les gens qui font attention à leur corps, qui gèrent physiquement, qui font des efforts, ben, pourquoi pas leur expliquer et puis leur montrer qu'on peut faire ça et leur donner plus de chance. Alors voilà. Alors il faut reprendre des bonnes habitudes, il faut traiter de façon familiale. Et vous parliez de géographie. Oui, effectivement, moi j'ai remarqué, il n'y a peut-être pas les études pour corroborer tout ça, mais je travaille beaucoup avec les parasitologues. Et les parasitologues qui voient la même maladie avec des amibes semblables de même famille dans l'intestin, ben c'est sûr qu'on n'est plus touché dans les pays tropicaux. Et puis, nos bons vacanciers, par exemple, canadiens, qui se rendent dans les Caraïbes, un peu partout, là où l'eau, parfois, peut être un peu plus douteuse, on sait on a nos bouteilles d'eau fermée et tout, et bien voilà, se brosser les dents avec l'eau du robinet, peut-être quelque part dans les tropiques, mais il y a plus de chances qu'on attrape la maladie. Et j'ai vu de bonnes gens qui avaient relativement une bonne hygiène, attraper les parasites, et au retour de voyage, voilà, on regarde au microscope, on s'aperçoit, oh là là, ils sont infestés de parasites. Alors, dans les tropiques, il faut faire attention. La famille, il faut faire attention. Le conjoint, déjà, c'est le premier à regarder. Les parents. Et puis, le dernier, qui n'est pas le moindre, c'est parce que déjà, des études de Covid, il y avait déjà les chiens qui étaient touchés. Et imaginez le dompteur de chien, imaginez la personne qui a son animal préféré tous les soirs dans son lit, qui fait 2-3 lichettes, 2-3 beccos au réveil le matin. Eh bien voilà, on dit le chien, là, les dents propres, lui, la gingivite. Non, le chien, il a la même parodontite que nous, avec les mêmes parasites, les amibes, les trichomonas, et une petite lichette au chien-chien, ben ça fait pas de bien. On rit des fois, mais combien de fois je suis allé manger avec des gens qui avaient un petit caniche dans la main, en train de manger la nourriture, des fois à menu, une bouchée pour le chien-chien, une bouchée pour maman, voilà. Eh bien voilà, c'est des choses à ne pas faire. Il faut comprendre ces choses-là. C'est des choses qu'on explique aux gens. Ah bon, je savais pas. Justement, mon chien, il a 10 ans, il a perdu des dents. Ben oui, il a perdu des dents parce qu'il a les mêmes protozoaires, il a la même maladie, et c'est facile de s'infecter. Alors, il faut prendre des précautions, faire attention, et quand on sait ça, on arrive à gérer, à éviter de retrouver la maladie. Et contrairement, là encore, à tout ce qu'on enseigne dans les écoles et tout, je dis, ce n'est pas parce qu'on a attrapé une parodontite que génétiquement on est plus à risque. On est moins à risque quand on a compris la maladie. Parce que là, on sait quoi faire. Et on est vigilant aussi. On est vigilant. Quand on l'a attrapé une fois, qu'on a fait ce qu'il faut, qu'on a guéri de cette maladie, qu'on a compris, eh bien, on ne la réattrape pas. À moins d'être un peu inconscient, c'est pas grave, bon, vraiment, mes dents, bon, j'ai autre chose à penser, j'ai autre chose à faire. Mais la personne qui a le moindre vouloir de ne pas réattraper cette maladie-là, ben, c'est lui qui ne la réattrape pas, au contraire de tout ce qu'on peut croire pour notre époque. Parce qu'on a compris et on fait les choses à faire. Et c'est ça qu'il faut enseigner, il faut expliquer aux gens comment ça arrive, cette maladie, comment s'en défaire, comment éviter qu'elle ne revienne. Et si on ne fait pas ça, une antibiothérapie toute simple ne va rien donner, sinon pour quelques mois. Alors, il faut réenseigner les bonnes habitudes pour le long terme, pour toute la vie. Et je dis, c'est un peu comme faire du ski. Quand vous avez appris à descendre la pente en ski, vous savez comment gérer ça. Ben, la parodontite, c'est pareil. Vous avez appris ce que c'était la maladie, vous l'avez géré, vous en êtes guéri. Ben, après, vous oubliez plus jamais. Et les rares patients qui me reviennent avec une
une petite récidive occasionnelle. Souvent, ça ne touche pas toute la bouche, c'est déjà bénin et ça se gère très facilement sans les gros canons, sans les antibiotiques, les antiparasitaires. Ça se gère parfois très, très souvent localement et ces patients-là vont mieux. Et je dirais, nos taux de succès sont importants. Alors, je compare dans la littérature les résultats des thérapies qui sont très décevants. Je compare aujourd'hui avec les méthodes, chez beaucoup de parodontistes qui vont extraire maintenant des dents pour conserver l'os, soi-disant pour y mettre des implants plus tard. Le taux de succès ne sont pas élevés. Il faut changer de méthode parce que le taux de succès de cette thérapie à caractère parasitaire, il est excellent, il est formidable et il faut qu'on en parle. Quitte à ce qu'on ait sur la table des discussions importantes, qu'il y ait une controverse, on ne peut pas nier, oublier, faire en sorte que ça ne soit pas là, c'est là. Les parasites dans les maladies parodontales, les amibes dans la maladie parodontale, les trichomonas dans la maladie parodontale et les bactéries, c'est là, c'est un fait. Et à l'inverse, dans la santé, on n'en retrouve pas. Alors, c'est un fait, et il faut travailler avec ce fait. Et on ne peut pas contredire ça. Et c'est pour ça que je suis confiant, même si, on est 2000 dentistes, peut-être 3000 ou 4000 dentistes qui travaillons de cette façon. On est confiant, nous, parce qu'on sait que ça fonctionne. On est confiant, nous, même si on n'a pas les grandes études à grande cohorte. Mais on sait que ça va arriver. On n'a pas le choix. Et on commence aujourd'hui, heureusement, à avoir des alliances avec des instituts. Je ne donnerai peut-être pas le nom, mais de grands instituts qui font des recherches sur ces parasites un peu partout dans différents pays du monde. On a des alliances qui vont faire en sorte qu'on va découvrir ou trouver le génome de l'amibe de la bouche. Parce qu'il y a une amibe de la bouche, une amibe de l'intestin, il y a différentes sortes d'amibes. On a fait le génome de celle de l'intestin, il reste à faire le génome de celui de la bouche. Alors, quand on aura tous les caractères génétiques de cette amibe de la bouche, il reste qu'à faire des méta-analyses pour démontrer les degrés de pathogénicité, c'est quoi les caractères qui font qu'une amibe est plus agressive qu'une autre, qu'elle se permet de phagocyter les globules blancs. Alors, on est capable, on a tous les outils pour expliquer ça maintenant. Il reste juste à mettre les gens autour de la table et faire qu'on travaille ensemble en avouant les faits. Et ça, on ne peut pas l'enlever. Les faits sont là. Et il reste qu'aux gens à travailler entre eux pour faire qu'ils puissent amener cette guérison sur toute la planète. C'est bien parti. Je crois que oui. On a déjà depuis quelques années un groupe qui s'appelle, je me permets, Groupe AMIB, pour Association médicale contre les infections buccales, qui regroupe plusieurs de mes confrères dentistes qui utilisent la méthode et qui m'écrivent à toutes les semaines. « Ah Marc, j'ai complété la thérapie, c'est merveilleux, les résultats sont plus que probants, les résultats sont fantastiques. » Et on a des groupes comme ça et on se réunit régulièrement. On fait une grande journée de congrès à Paris à chaque année, puis on se retrouve entre nous pour faire que les choses avancent. Marc Bonheur, vous êtes l'auteur donc d'un livre qui récapitule tous vos travaux depuis 20 ans, on peut dire ça comme ça? Oui. Depuis 20 ans, vous êtes sur le sujet? Oui, depuis 20 ans, je pratique la méthode, je fais la méthode, je sais que ça fonctionne et pour moi, c'est important de divulguer cette méthode, de la faire connaître. Je l'ai fait connaître auprès de nombreux professionnels. Et je crois qu'il est maintenant nécessaire, parce que ça m'a toujours un peu interrogé de rencontrer tellement de gens partout qui ne savent pas pourquoi ils ont cette maladie, pourquoi il n'y a pas de solution. Et je crois que c'est important, c'est l'importance de ce livre, c'est de faire que les gens aient la connaissance de ce qu'est leur maladie. C'est informer les gens, informer la planète, informer les gens qu'il y a quelque chose à faire. Hein? Et c'est pour ça que j'ai peut-être parlé de tant de bouches à guérir, parce qu'il y a tellement de gens qui ne savent pas et qui voudraient connaître. Il y a tellement de gens qui n'ont aucune idée qu'il y a des parasites qui littéralement vampirisent leur système immunitaire. Il faut que ça se sache, il faut que ça se discute et il faut qu'on en parle. Et puis, je dis vaincre la parodontite, oui, parce qu'on peut aujourd'hui guérir la parodontite et c'est ce qui, je pense, est le plus important et il faut le communiquer.
Hein? Donc c'est un livre qui est paru aux éditions Amiris. Donc le titre, donc c'est Tant de bouches à guérir, des parasites qui les vampirisent, vaincre la parodontite. Voilà, c'est un peu long, mais ça Amiris. explique tout. Oui, chez Amiris, qui font, je pense, dans le domaine beaucoup pour la santé. Et vous avez également donc un site internet, si on veut voir ces petites bêtes qui bougent? Absolument. Alors, sur le site qui porte le nom de la maladie, alors on parle de parodontite.com. Alors, vous allez retrouver nos coordonnées. Vous avez là les études que j'ai pu présenter au fil des années chez les dentistes, les parasitologues. Vous retrouvez des films parlant sur 2 minutes, 30 minutes. Vous avez tout ce qu'il faut pour, je crois, faire comme beaucoup de patients, voir à quoi correspond la maladie et sa thérapie. Et puis, il y a pour les dentistes ce qu'il faut pour trouver nos coordonnées, pour apprendre la méthode, quoi, parce que bon, ça s'enseigne on met un peu plus de 5 jours pour enseigner aux dentistes comment arriver à gérer cette maladie. Alors, les dentistes peuvent retrouver aussi là, nos coordonnées pour arriver à apprendre la méthode et apprendre cette façon de voir la parodontite. Est-ce que vous avez une liste de dentistes, par exemple, là, pour la France, ou je suppose que c'est pareil pour le Québec? Disons qu'on a des dentistes, c'est un peu difficile parce que je crois qu'il n'est pas vraiment permis de référer un dentiste qui utilise une méthode comme ça particulière. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on aiguille les patients. On leur demande, par exemple, d'appeler chez leur dentiste et de demander « Est-ce que vous avez le microscope ?» Déjà. Alors, à ce moment-là, on va vous aider, mais il faut que le patient aille avec un certain discernement trouver le dentiste qui correspond à ses aspirations. Alors, est-ce que vous avez un microscope? Est-ce que vous traitez de cette façon contre les parasites et tout? Vous trouvez votre dentiste et je crois, bon, ça reste la meilleure façon pour tous les gens. Là. D'accord. Et est-ce que pour des précisions peut-être téléphoniques, est-ce qu'on peut vous joindre par téléphone ou c'est juste par Internet? Absolument. On peut nous joindre autant par Internet, il y a toutes les coordonnées. Au téléphone, en fait, on a 2 bureaux qui s'occupent de ça. Alors, j'ai l'école qui s'appelle l'Institut international de parodontie. Alors, il y a la section européenne avec le numéro, je vous donne, 04 93 71 40 65, qui est la branche européenne de l'Institut. Et puis, il y a la branche canadienne qui est située à Montréal. Alors, vous avez le numéro à Montréal qui est le 1 514 658 35 05. Alors, vous trouvez toujours quelqu'un à l'un ou l'autre de ces endroits de disponible pour répondre à vos questions et vous aider à répondre à votre demande avec plaisir, je crois. D'accord. Marc Bonheur, je vais quand même écrire votre nom pour que les gens vous retrouvent. Oui. Donc, Bonheur, B-O-2-N-E-R. Oui. Et le titre de votre livre, donc, Tant de bouches à guérir, des parasites qui les vampirisent, vaincre la parodontite, et c'est aux éditions Amiris. Eh bien, merci, ça m'a fait plaisir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Si cette interview vous a plu, vous pouvez la retrouver sur le site www.lavoiximpertinente.com. Vous trouverez également sur le site plus de 150 interviews disponibles concernant la santé,